Recording. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence la deuxième séance de cette catégorie de séances qui concerne l'architecture et l'urbanisme d'Alger et de l'Algérie après l'indépendance, c'est-à-dire après 1962. Donc, on va parler toujours des architectes internationaux qui sont venus pour réaliser quelques projets de grande envergure à Alger et en Algérie. Donc, la fois passée, dans la première séance, on a parlé de ce vide de cadre d'architectes en Algérie, car il n'y avait aucune formation pour les architectes algériens pendant la période de colonisation. Donc, après 1962, on s'est retrouvé avec une grande nécessité de faire appel aux compétences étrangères qu'on appelait les coopérants. Donc, parmi les architectes qui sont venus en Algérie, on a parlé de Skidmore, de André Ravero et Pouillon et Quinzotonc. Maintenant, on va parler de Oscar Niemeyer. Donc, Oscar Niemeyer est un architecte brésilien qui était l'ami de l'Algérie, l'ami de l'ancien président Houari Boumedienne, et qui est venu en Algérie pour réaliser beaucoup de projets dans les universités très coûteuses. L'autre chose, c'est qu'elle se caractérise par son échelle monumentale, qui dépasse l'échelle humaine dans la création des espaces urbains et même dans la taille du projet. Donc, voilà, on verra dans quelques projets qu'on va présenter ces caractéristiques-là. D'autres projets tels que la mosquée sur la mer fut abandonnée par les autorités. Je cite ici quelques paroles de Oscar Niemeyer, qui a beaucoup travaillé spécialement avec le béton armé. C'est-à-dire, à ma connaissance, il n'a pas réalisé d'autres projets avec d'autres matériaux. Donc, il dit que quand je dessine, seul le béton me permettra de maîtriser une courbe d'une portée aussi ample. Le béton suggère des formes souples, des contrastes de formes, pas par une modulation continue de l'espace qui s'oppose à l'uniformisation des systèmes répétitifs du fonctionnalisme international. Donc voilà, ici, il se démarque du mouvement international, malgré qu'il était un ancien élève de Corbusier. Donc, vous voyez ici les projets de l'université de Constantine avec la tour et la bibliothèque. À ma droite, il y a la mosquée qui n'a pas été réalisée et qui prend une forme très organique que j'ai critiquée quand j'étais étudiant pour sa forme qui ne répond pas à la fonction de la prière qui devait être au moins rectangulaire à l'intérieur de ce volume-là. Mais pour moi, heureusement qu'il n'a pas été réalisé. Ici, vous voyez l'université de Bab Zouar, Houari Boumedienne. Vous voyez d'abord la grande échelle des espaces interstitiels entre les bâtiments et qui dépasse la dimension humaine. Ça, c'est une chose. Sur le plan de façade, vous voyez l'utilisation excessive des éléments
de protection contre l'apport solaire, les brises soleil, qui sont faits en béton armé. Je cite ici que ce projet-là était un projet sans savoir le coût global de sa réalisation. Il était très coûteux et personne ne sait combien on a versé d'argent pour réaliser ce projet-là. D'autres projets qui ont été réalisés en Algérie et qui avaient cette dimension régionale et qui avaient le but de donner une nouvelle image à la ville d'Alger et à ce pays émergent qui aspirait à devenir une capitale des pays du tiers-monde et des pays non alignés. Donc, parmi ces projets-là, il y a Riyad al-Fath, une grande opération de prestige accompagnant la célébration du 30e anniversaire de la Révolution, qui était en 1984. À côté de Riyad al-Fath, il y a le Maqam Shahid, c'est un complexe culturel et de loisirs dominé par un monument symbolique de 3 éléments en béton armé qui s'élève à 90 mètres de hauteur et qui marque tout le paysage urbain et la baie d'Alger, où justement, ici dans ce point-là, je trouve que la politique de l'Algérie à cette époque-là, c'est d'essayer de dépasser la période coloniale et de changer le visage de la ville d'Alger et l'image de la ville d'Alger en lui injectant de nouveaux projets de grande envergure qui marquent le paysage urbain. Il y a le musée El Moudjahed en prolongation de l'esplanade et qui était sous Maqam Shahid, réalisé par le groupe canadien Lavalin. Un autre projet, c'est le projet de l'hôtel Horaci qui a été réalisé dans cette période aussi et qui a été programmé pour avoir 14 étages, mais qui a été réduit à cause de quelques problèmes de résistance du sol. Donc, on voit son architecture est une architecture moderne très agressive et qui marque le paysage et se contraste avec tout son environnement et qui marque bien sûr le paysage de la ville d'Alger en approchant de la mer. Donc, vous voyez ici les images, cette dimension presque territoriale de ces projets qui sont vus de loin et qui voulaient créer une nouvelle image de l'Algérie moderne, l'Algérie progressive, l'Algérie qui dépasse la période coloniale. Un autre aspect de l'architecture qui est détesté par la plupart des architectes, bien sûr pas même par les citoyens, c'est la présence des bidonvilles autour de la ville d'Alger. Donc, je considère que ça, c'est une partie du grand paysage architectural de la ville d'Alger et de toute l'Algérie, parce que c'est une réalité qui est là et qui défie tous les efforts de qualité de l'architecture qu'on essaie d'avoir. Donc, c'est un phénomène d'abord, un phénomène qui ne concerne pas l'Algérie, c'est un phénomène international connu dans plusieurs pays tels que l'Amérique latine, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique, etc. Et qui reflète la naissance et le développement du secteur informel qui est hors du secteur officiel de l'État. Il y avait beaucoup d'études sur ce phénomène-là, des études objectives, socio-économiques et physiques, telles que celles de Paul Oliver et John Turner sur ce phénomène-là dans d'autres pays, tels que les pays de l'Amérique latine, qui sont appelés les favelas. Donc,
Un des pionniers de ces études-là, c'était Turner, qui a tiré la leçon de ces bidonvilles en disant que l'habitat est un verbe qui se conjugue et non pas un nom fixe. C'est-à-dire que l'habitat, il se développe du passé au présent, au futur et évolue, et il ne faut pas qu'on le conçoit en tant qu'entité fixe avec des façades, des découpes et un aménagement intérieur pour l'éternité. Et ça, c'est devenu une nouvelle école, une nouvelle tendance de dessin et plutôt de conception de l'habitat et de la gestion de la question de la crise de l'habitat au niveau international. En Algérie, une conséquence directe du déséquilibre ville et campagne. Donc, c'était la conséquence de la migration massive des populations démunies des régions internes vers les grandes villes. C'est une vraie image de disparité sociale et d'injustice entre le nord et le sud et entre la ville et la campagne. Et on constate que l'échec de la politique d'habitat, vu qu'elle était fondée sur la programmation quantitative, il y avait beaucoup de politiques jusqu'à nos jours qui s'intéressent plutôt qui se basent sur la production massive des logements afin de pallier à cette crise d'habitat. Mais malheureusement, les bidonvilles sont toujours là et même si on les efface pour une certaine période de 3, 4, 5 ans, 10 ans, ils vont revenir parce que le gros problème, les racines du problème, la disparité régionale est toujours là. Et donc, on aura toujours des bidonvilles. C'est un champ d'études sociologiques reflétant un mode de vie de la famille algérienne entièrement négligé parce que au sein des bidonvilles, tel qu'a été fait par Simonet, il y a toute une organisation spatiale qui reflète fidèlement le mode de vie des Algériens, de la famille algérienne, malgré la qualité du cadre bâti. J'attends la nouvelle diapo. Bon, et une deuxième phase de l'architecture en Algérie après 1962, on est vers les années 80, s'il y a la naissance de cet habitat illicite. Et depuis 1980-83, il y avait toute une opération d'assainissement. Assainissement, c'est-à-dire effacement de ces bidonvilles-là. Et je reviens à cette question. Entre 1980 et 90, il y avait une crise aiguë dans l'habitat au niveau du pays et qui a poussé le gouvernement à adopter une politique de 100 000 logements par an afin d'atteindre 1 million de logements et de juguler cette crise d'habitat. Mais malheureusement, en parallèle, puisque ce programme n'a pas pu s'appliquer, ou ça a été appliqué partiellement, on voyait des constructions illicites et inachevées gagnant du terrain devant l'incapacité des autorités à faire face aux besoins de la société. Donc, il y avait développement de villes sans plan d'urbanisme ni d'infrastructure. On voit dans les environs d'Alger, par exemple, il y a Kalitous, il y a Barraqi, il y a des villes qui sont des villes anarchiques qui n'ont aucun plan parce qu'elles étaient créées de rien et par la nécessité d'avoir un logement ou un abri et être
à côté de la capitale et bénéficier de services et des utilités qui sont là. Donc, possibilité de se ressourcer du phénomène de l'habitat spontané dans la recherche d'un habitat qui répond mieux à la famille algérienne. Je reprends cette leçon qui a été donnée par Roland Simonet, qui est un architecte français qui a exercé son métier à Alger vers les années 1950. Il y a aussi Paul Oliver et John Turner qui donnent le conseil clair de tirer des leçons de ce phénomène au lieu de le nier et de le combattre à travers des méthodes de upgrading et de site and services, etc. Règlement en favorisant la régularisation des habitations illicites et révision de la politique d'éradication devant l'ampleur du phénomène. Bon, malgré que cette loi est récente, mais elle reflète un peu le recul du gouvernement en face de ce grand problème. C'est-à-dire régulariser quelque chose d'irrégulier, ça, c'est vraiment un gros problème juridique. Quelque chose d'illicite ne peut jamais être licite. Mais malheureusement là, la loi 1508, la loi de mise en conformité des constructions, a permis de régulariser beaucoup de constructions qui étaient construites et réalisées hors du système formel officiel, sans permis de construire, sans plan, etc. Et l'ex-ministre Tamar a indiqué que plus de 553 000 habitations, c'est-à-dire un demi-million d'habitations précaires, avaient été recensées en 2007. Et je crois que c'est un chiffre qui n'est pas correct parce qu'il doit être plus de ça, de ce nombre, c'est-à-dire le nombre des constructions illicites, occupées par 668 000 familles, dont 325 sont situées dans les zones urbaines. Une reconnaissance forcée ou recul de l'État devant ce phénomène social. Donc, je demande aux étudiants et même les architectes à repenser cette question de l'habitat illicite et de leur jugement péjoratif, malgré la présence c'est-à-dire des mauvaise qualité de l'environnement, manque d'assainissement, manque de réseau, de VRD, mais il y a toujours un potentiel dans cet habitat qui doit être organisé, encadré afin d'améliorer le cadre de vie des habitants. Donc, c'est une troisième ou quatrième phase de l'architecture, de l'architecture en Algérie et autour d'Alger, depuis les années 70 jusqu'à la fin des années 80, la politique des 1000 villages agricoles. Cette politique est venue pour résoudre un gros problème de destruction de l'espace rural et de la déstabilisation de la population rurale, qui est un résultat pur de la guerre d'indépendance et du colonialisme, mais qui a un fondement théorique qui est le plan de Constantine, qui a été initié par Général de Gaulle, qui avait pour but d'améliorer le cadre de vie des habitants, des Algériens plutôt, comme compromis entre l'indépendance et le colonialisme. Donc, ce projet a été repris dans le cadre de la politique sociale et socialiste afin de donner un logement et de la terre aux habitants des zones rurales et de les garder dans leur zone.
Donc, c'est recherche d'un équilibre entre la ville et la campagne pour réduire l'exode rural et la surpopulation des grandes villes. Donc, cette politique a été accompagnée par la requalification de l'espace agricole en tant que secteur économique vital. Le projet s'inscrit dans le cadre de politiques des trois révolutions, la révolution industrielle, la révolution agricole, la révolution culturelle et la promotion du socialisme. Après réalisation et usage, un processus de transformation spatiale dans tous les villages reflétant la réadaptation de la typologie proposée aux besoins réels de la population et l'évolutivité des besoins des usagers. On voit, c'est-à-dire, il y avait des études socio-économiques et urbaines sur ces villages après 10 ans, 15 ans, qui sont totalement transformés dans leur typologie et dans leur cadre physique, ce qui signifie en certains aspects l'échec de cette politique. Bon, cette politique de 1000 logements, plutôt de 1000 villages socialistes agricoles, les VSA, villages socialistes agricoles, a été malheureusement abandonnée malgré ses bienfaits envers la population rurale. Mais il y avait un gros problème de gestion et de répartition des terres, etc. Mais dans le gros, elle a pu stabiliser en quelque sorte les populations rurales dans plusieurs régions de l'intérieur de l'Algérie. Donc, en tant qu'architecte, on doit s'arrêter à ce projet-là. Les exemples de ces projets, dans les plans des 1000 villages qui comptaient 500 à 1000 habitations, il y a une certaine recherche de l'habitat rural et d'une architecture inspirée du village algérien, avec une typologie de maisons individuelles à un seul étage et une cour intérieure. Il y a aussi cette volonté de développement horizontal à moyenne ou faible densité et des sites en relation directe avec la campagne et la culture. Aussi, il y a tout un accompagnement de ces villages avec des équipements intégrés tels que une école, une mosquée, un dispensaire, une mairie et une poste. Donc ça, c'est en quelque sorte une pensée très mûre de ce qu'on a besoin dans notre vie quotidienne pour un habitat intégré. Mais malheureusement, avec le changement radical dans la politique algérienne, du socialisme vers le capitalisme ou l'économie de marché, on a abandonné toute cette expérience. Un dernier aspect de l'architecture en Algérie après l'indépendance, c'est la question du patrimoine et des villes anciennes qui sont restées, qui sont préservées, donc telles que la Casbah, la Constantine, Tlemcen, Raddaïa, etc. Donc, qu'est-ce qu'on constate au niveau de ce plan-là? C'est malgré que le cadre physique est là, mais il y avait un vide juridique et un effacement de tout le système juridique et administratif précolonial qui gérait ces villes-là avant 1830. C'est-à-dire que ces villes-là n'étaient pas seulement de l'architecture et de l'urbanisme dans le sens physique, mais il y avait toute une réglementation qui gérait ces villes-là. Donc, à l'arrivée de l'administration française, elle a complètement effacé ces systèmes et cet appareil administratif et juridique et a gardé ce patrimoine matériel. Donc, absence d'entretien et de maintenance tels qu'ils étaient assurés par les systèmes de Habous par la Touisa. Le Habous, c'est le fait d'avoir des propriétés qui sont mises à la disposition
des services publics et qui sont des actes de bienfaisance, alors que la Twiza, c'est ce travail collectif pour aider, pour entraide entre les voisins pour construire et bâtir les maisons. Donc, ces deux systèmes-là ont été effacés, abandonnés pour ouvrir le champ à l'individualisme et à la disparition de l'esprit de la communauté. Donc, dans ces villes-là, les anciennes villes telles que la Casbah de Delles ou la Casbah d'Alger ou bien Constantine, on constate un changement radical aussi de la structure sociale des habitants de ces villes-là. Ces villes-là sont devenues des cités de recasement et de passage transitaire vers la ville. C'est-à-dire que les habitants originaux de ces villes-là ont quitté vers d'autres endroits, alors qu'il y a toute une vague de personnes qui sont venues des zones rurales, qui s'installent dans ces villes-là, plutôt dans ces blocs résidentiels, et qui attendent leur rôle aussi pour passer vers la ville. Donc, l'une des raisons de la dégradation de ces villes-là, c'est cette perte de structure sociale. L'absence d'intérêt des autorités au patrimoine. Le souci majeur était de sortir du sous-développement et d'atteindre le progrès. Donc, depuis 1962 jusqu'aux années 70-80, on ne souciait pas tellement du patrimoine parce qu'on voulait progresser, on voulait donner une image de modernité. Et donc, ces villes-là sont considérées comme une image du passé, une image de sous-développement, etc. Donc, on les a négligées et heureusement qu'on ne les a pas démolies. Après 1980, on commence à voir cet intérêt au patrimoine et on s'est intéressé à ces villes-là, en commençant par la Casbah qui a été classée par l'UNESCO en décembre 1992 comme patrimoine international, qui a redonné un peu de vie à cette ville-là. Mais malheureusement, au plan professionnel, le plan de préservation n'a pas abouti à des résultats satisfaisants. Donc, on termine avec ces images-là décevantes de l'état de la Casbah d'Alger, avec toutes ces paraboles et avec cette dégradation et de dégradation à l'intérieur des maisons, parce que vous voyez, comme vous le savez, chaque maison est attachée à l'autre maison, et dès qu'une maison se démolit, elle conduit à la destruction de toutes les maisons environnantes. Donc voilà, c'est la fin de cette séance. Je vous remercie et je vous donne un autre rendez-vous pour la séance sur l'architecture en Algérie vers les années 80 jusqu'aux années 2000. Et merci beaucoup. Assalamu alaikum.